Le 22 mars 1990, Gerald Boole est tué à l'extérieur de son appartement au 6e étage dans une banlieue chic de Bruxelles. 5 balles de calibre 7,65 sont tirées à bout portant depuis un pistolet muni d'un silencieux. L'exécution est froide, implacable et hautement préméditée. La victime, un ingénieur canadien ayant développé de l'artillerie à longue portée, semblait s'être mis à dos toute une organisation avec la création d'un projet destructeur, le projet Babylone. L'assassinat de Gerald Boole marque le coup d'arrêt de ce projet initialement démarré en 1988. L'inventeur génial a été éliminé car il risquait justement de réussir à créer son super canon. Mais il avait prévu de le vendre au plus offrant, en l'occurrence à des clients hautement dangereux et menaçants pour la sécurité d'autres pays. Le projet Babylone vise à créer un canon spatial et se base sur une commande du président irakien de l'époque, Saddam Hussein. Gerald Boole, son créateur, s'inspire d'anciens travaux de recherche pour un autre projet démarré 20 ans plus tôt, le projet industriel et secret HARP. Avant de mourir, l'ingénieur a eu le temps de mettre au point le prototype d'un premier supercanon, baptisé Baby Babylone. Ce canon est monté horizontalement pour des tests. Son calibre est de 350 mm, sa longueur de canon est de 46 mètres et son poids avoisine les 102 tonnes. Après des essais avec des projectiles en plomb, il est placé sur une colline à un angle de 45 degrés. Après test, il s'avère que la portée de tir de cette arme sol-sol atteint déjà 750 km. Fier de ce succès, l'ingénieur met en place un nouveau prototype, le Big Babylone. Comme son nom l'indique, ses mesures sont bien plus conséquentes. Le canon mesure 156 mètres de long pour un calibre d'1 mètre. Suspendu par des câbles à une structure en acier, l'ensemble de cette super arme atteint les 2000 tonnes. C'est un canon spatial conçu pour lancer des projectiles en orbite. L'idée que l'on puisse produire un engin de guerre capable de détruire jusqu'à l'espace est déjà exploitée dans le projet HARP. HARP vise à étudier et à développer des systèmes d'artillerie à longue portée, ainsi que des moyens de lancer des charges utiles dans l'espace à l'aide de canons géants. Boole a réussi à concevoir des canons capables de tirer des projectiles à des altitudes très élevées et de recueillir des données scientifiques sur la haute atmosphère. Le projet Babylone lui permet de pousser un peu plus loin ses recherches. Mais Boole se retrouve rapidement face à une problématique de taille. Ces armes sont beaucoup trop lourdes pour être manipulées correctement. Le supercanon est purement inutilisable à des fins militaires. Sa capacité à tirer des projectiles conventionnels est très limitée. En plus de l'impossibilité de viser, il a un rythme de tir lent. Étant immobile, il est aussi vulnérable que le canon V3 de l'armée allemande, qui aura été vite maîtrisé par la Royal Air Force en 1944. Le projet Babylone ne représente en soi aucune menace directe pour les ennemis de Saddam Hussein. Mais encore faut-il que ces mêmes ennemis puissent le savoir. La vie de Gerald Boole est menacée par son invention. Plusieurs mois avant cette sombre journée de printemps, Gerald Boole a signalé plusieurs fois à la police que sa porte avait été forcée. Un ou plusieurs individus ont fracturé la serrure de son logement, mais bizarrement, aucun objet précieux n'a été volé. L'ingénieur a dû changer plusieurs fois de serrure. Mais malgré ses tentatives d'intimidation, Gerald Boole n'exprime pas la volonté d'arrêter son projet. Jusqu'à ce 22 mars 1990 et son assassinat. Étonnamment, il existe 2 versions sur la mort de Gerald Boole. La première veut qu'il ait été abattu par une équipe de 3 hommes. Ces tueurs auraient sonné à l'interphone au moment où Gerald rentrait dans son appartement. Il les aurait laissés rentrer, puis se serait fait abattre sur le perron de son logement. Les policiers ont retrouvé sur lui une mallette ouverte contenant 20 000 $ en liquide. La clé était toujours sur la porte. Un autre récit affirme qu'un tueur l'attendait dans le couloir avant de l'assassiner et de s'échapper de l'immeuble sans qu'aucun témoin n'ait pu l'identifier. Dans les 2 versions, le résultat est le même. Gerald Boole est abattu de 5 balles tirées à bout portant dans la tête et dans le dos, à proximité de la porte de son appartement à Bruxelles. L'enquête de la police belge se solde par une impasse. On ne retrouve aucun indice sur les lieux et personne n'a revendiqué le meurtre. Les policiers soupçonnent une agence gouvernementale. Mais laquelle ? L'ingénieur Gerald Boole est né à North Bay, en Ontario, au Canada, en 1928. Il développe très tôt de grandes capacités cognitives. Il saute plusieurs classes au cours de sa scolarité. C'est un élève très brillant, surdoué même. À l'âge de 16 ans, il intègre déjà l'université de Toronto.
À seulement 22 ans, il obtient un doctorat en ingénierie aéronautique et devient responsable du Canadian Armament Research Development Establishment, le CARD. Cette structure a été créée dans le cadre d'une opération conjointe entre le Canada et la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le CARD avait pour objectif d'étudier l'artillerie et la balistique, exploitant les ressources intellectuelles du Canada et préservant la technologie britannique en dehors de la portée des Allemands pendant le conflit. Lorsque Boulle a rejoint le projet après la guerre, le CARD se penchait déjà sur la recherche de vols supersoniques ainsi que sur divers projets de fusées et de missiles. Initialement, Boulle avait proposé la construction d'une soufflerie pour ses recherches, mais ses suggestions sont jugées trop coûteuses. Malgré les refus, Boulle persiste sur son idée. Il entreprend sa construction avec des matériaux de récupération, abaissant son coût à $6 000. Sa première grande expérimentation est capable de faire atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 4. Il suscite alors l'intérêt de la communauté scientifique. Avec le temps, Gerald Boulle a le désir d'améliorer ses recherches, même s'il doit s'opposer aux membres du Bureau de recherche en défense du Canada, le DRB. Ces derniers jugent que ses idées sont irréalisables et refusent de financer des projets coûteux. Pour concrétiser ses idées avant-gardistes, l'ingénieur en armement utilise l'argent de son propre département pour développer une technologie permettant la création de supercanons. Il a bon espoir de pouvoir participer à l'un des plus grands projets des années 50 du CARD, le Velvet Grove. Il s'agit d'un missile air-air à courte portée fabriqué par Canadair. Les premiers missiles sortent des usines en 1953, mais 3 ans plus tard, le programme est arrêté. Les avancées technologiques aux États-Unis ont rendu le design du missile obsolète. Pour tester l'aérodynamique de la fusée, le CARD utilise une technologie de tir de modèle d'essai équipée de sabots le long d'une portée spéciale de 910 mètres. Une technique développée par Gerald Boulle. Après l'arrêt du projet, l'ingénieur tente de proposer de nouveaux concepts d'armement, mais se heurte aux coupes budgétaires. Gerald Boulle finit par démissionner le 1er avril 1961. Ce départ lui offre de nouvelles opportunités, dont le développement de son premier grand projet, HARP. Pour la première fois de sa vie d'ingénieur, il obtient les financements attendus. La marine américaine fournit à lui et son équipe un canon de cuirassé de 406 mm en surplus, et un contrat du Bureau de la recherche navale finance la transformation du canon pour en faire un canon lisse de 417 mm. En janvier 1962, les premiers tirs d'essai sont effectués avec un sabot vide, autrement dit, en utilisant la partie non explosive du missile. Malgré plusieurs essais concluants, le projet est confronté à de nouveaux problèmes budgétaires. Les premiers ennemis de Boulle sont ses propres financeurs. En novembre 1966, le gouvernement canadien annonce son retrait du financement du projet HARP après le 30 juin 1967. Pour sauver son projet, Boulle fonde sa propre société, la Space Research Corporation, la même année. Après une première collaboration avec l'Afrique du Sud, Boulle se retrouve confronté à l'embargo américain sur les armes à destination de ce pays, compte tenu de la politique d'apartheid en vigueur qui le met au banc des nations occidentales. Boulle se lance dans des activités illégales pour sauver son projet. Entre 1977 et 1978, l'ingénieur surdoué vend illégalement des armes et des plans d'obusiers à Armscor, une entreprise d'État sud-africaine. Il envoie 2 cargaisons via Antigua et une autre via l'Espagne. Boulle est arrêté par les autorités américaines pour trafic d'armes illégales. Il passe 6 mois en prison en Pennsylvanie. Après sa libération, il est aussi condamné à une amende au Canada pour avoir envoyé des technologies militaires à la Chine sans autorisation. Suite à cette déconvenue avec la justice canadienne, Gerald Boulle quitte son pays natal pour saisir une opportunité au sein de la Société des Poudreries Réunies de Belgique. Il s'installe à Bruxelles et continue à travailler sur la conception de munitions destructrices. Jusqu'à la fin des années 80, il enchaîne les contrats avec la République populaire de Chine, puis enfin l'Irak. Son 155 mm Al-Majnounan, une version améliorée du G5, et l'amélioration d'armes américaines conduisant à la production du 210 mm Alpha-O avec une portée maximale de 56 km séduit Saddam Hussein. En récompense, Boulle obtient de l'Irak un financement pour la construction d'un ensemble de canons lisses. Il reçoit un acompte de 25 millions de dollars à la condition qu'il poursuive le développement des armes Al-Majnounan et Alpha-O. À cette époque, l'Irak est en guerre contre l'Iran
et cherche désespérément à obtenir un avantage militaire et stratégique sur son adversaire. Après la construction du Baby Babylon et du Big Babylon, le dirigeant irakien conditionne la poursuite du projet à la réalisation de certains objectifs. Gerald Bull, s'il veut continuer à obtenir des financements, doit contribuer au développement des projets irakiens de missiles à plus longue portée. Ces missiles locaux sont basés sur le Scud, un terme désignant une famille de missiles balistiques provenant de l'Union soviétique. Ces mêmes armes seront les vedettes, quelques mois plus tard, de la guerre du Golfe. Une collaboration plus ou moins forcée que Gerald Bull paiera de sa vie, car les Irakiens ont des ennemis, et pas seulement l'Iran. Les enquêteurs sont perdus. Les pistes sont nombreuses, elles mènent vers plusieurs pays. On pense d'abord à des agents de Saddam Hussein. Ce dernier aurait pu vouloir se débarrasser de son ingénieur par peur qu'il ne retourne sa veste et ne le trahisse, s'il ne le faisait pas déjà. Des agents de la CIA auraient pu également se rendre responsables de sa mort. Le fort caractère de Gerald Bull déplaisait à Washington, et surtout, Gerald Bull avait des clients internationaux dont les objectifs allaient à l'encontre des intérêts vitaux américains. Mais cette dernière piste semble peu probable. Bull n'avait pas pour projet direct de créer une arme pouvant nuire à la sécurité des États-Unis. Selon certaines sources, il faudrait plutôt chercher du côté des ennemis de Saddam Hussein. L'ennemi arrivant en tête de liste est Israël. Les agents du Mossad, le service de renseignement israélien, pratiquent couramment les exécutions sommaires et extrajudiciaires dans le monde entier. Créer et inventer des armes hors du commun et les vendre aux ennemis d'Israël revient à risquer d'être éliminé sommairement. Peu de temps après le meurtre, l'un des fils de l'ingénieur, Michel, déclare qu'un agent de renseignement anonyme avait averti son père que le Mossad était à sa poursuite. Malgré les démentis d'Israël, les suspicions de la famille sont largement partagées par les experts en renseignement. Des suspicions confirmées plus tard par un certain Christopher Cawley, l'ancien directeur de la Space Research Corporation. Cependant, le Mossad n'aurait été que l'exécutant. Les commanditaires étaient occidentaux, selon cet expert. En 1992, le chercheur révèle devant la Chambre des communes britanniques que le gouvernement britannique et les autorités américaines étaient au courant de ce projet d'assassinat, et que Bull n'avait rien caché de ses activités à certains contacts des services de renseignement. Selon Cawley, l'assassinat de Bull était lié aux multiples violations de l'embargo de l'ONU sur les ventes d'armes à l'Irak. Il affirme que l'opération d'assassinat a été menée avec l'accord de la CIA et des services britanniques, car Bull n'aurait pas accepté de cesser sa collaboration avec l'Irak. Le premier ministre de l'époque, John Major, s'est défendu de ces accusations, mais elles fragilisent un gouvernement britannique déjà en crise. Durant la guerre du Golfe, sa gestion des opérations militaires pendant l'offensive alliée avait été très critiquée. Si l'on doit émettre des réserves quant à la collaboration conjointe entre la CIA et le MI5, il n'est pas impossible qu'Israël soit impliqué dans ce meurtre. Dans les années 2000, le journaliste Gordon Thomas, spécialiste des affaires liées au Mossad, affirme que le premier ministre israélien, Isaac Shamir, avait autorisé l'assassinat de Gerald Bull. Nahum Admoni, directeur du Mossad dans les années 90, aurait envoyé une équipe de 3 hommes à Bruxelles pour abattre la cible. Quelques heures après le meurtre, le Mossad aurait essayé de brouiller les pistes en diffusant dans les médias européens des rumeurs sur l'implication d'agents irakiens. C'est la seule source dont nous disposons aujourd'hui sur la possible implication d'Israël dans la mort de l'ingénieur canadien. Son meurtre n'est aujourd'hui toujours pas résolu.